Bienvenue à tous et merci de votre fidélité au journal de MTV+. L'actualité économique est en première ligne de cette édition. Le Nigeria fait face à une inflation historique de l'ordre de 25,8% de son produit intérieur brut. Et puis la Namibie, touchée par l'insécurité alimentaire. 695 000 personnes sont concernées par cette situation dramatique. Triste anniversaire au Kenya, le pays s'effigie en mémoire des 60 victimes lors de l'attaque Shebab contre le centre commercial Westgate. C'était en 2013. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Miracle TV+, pour 15 minutes d'actualité. Je vous le disais en titre, cette édition est dominée par l'actualité économique. Une première étape, le Nigeria. Le pays fait face à une inflation historique de l'ordre de 25,8% de son produit intérieur brut. Les conséquences de cette situation vous sont expliquées tout de suite par nos confrères d'Africa 24. Le taux d'inflation annuel au Nigeria a atteint son niveau le plus élevé en 18 ans selon les dernières données publiées par le Bureau national des statistiques NBS. En août 2023, le pays de l'Afrique de l'Ouest a enregistré une inflation de 25,8%, ce qui a suscité des craintes quant à l'impact sur l'économie et le pouvoir d'achat des Nigérians. Cette accélération de l'inflation record est le résultat de plusieurs facteurs tels que la dépréciation de la monnaie locale, le naira, la hausse des prix des denrées alimentaires et la flambée des coûts de l'énergie. Au Nigeria, on parle d'inflation car on assiste à l'augmentation globale des prix et non uniquement les prix de quelques biens et services. En effet, au Nigeria, on observe que chaque naira permet d'acheter moins de produits. Le prix du panier de biens au Nigeria a fortement augmenté et c'est une inflation alimentaire portée sur le prix du pain, des céréales, des pommes de terre, l'igname, le café, le thé, le poisson ou encore le cacao. Selon le Bureau national des statistiques, l'inflation alimentaire qui représente l'essentiel des paniers d'inflation du Nigeria a augmenté à 29,34% en août contre 26,98% en juillet, alors qu'on note une augmentation des prix des produits de base, en particulier le pain, les céréales, entre autres. Les conséquences de cette inflation titrée du record du plus haut niveau jamais connu au Nigeria en 18 ans seront malheureusement la baisse du pouvoir d'achat des ménages, la réduction de leur épargne, la redistribution de la recherche, l'augmentation des coûts de production et surtout la diminution de la compétitivité, ma foi. Pour remédier à la situation, des mesures ont été introduites par le gouvernement nigérian dans le but de stabiliser la monnaie locale et encourager la production locale. En juillet dernier, la Banque centrale du Nigeria a augmenté ses taux d'intérêt de 25 points de base à 18,75% et devrait fixer à nouveau ses taux le 26 septembre prochain. Restons sur le chapitre économique pour parler cette fois-ci de la situation qui prévaut en ce moment en Tunisie. Le pays fait face à un déficit budgétaire de 5,8% de son produit intérieur brut. Explication dans ce reportage. Selon l'agence internationale de notation Fitch Ratings, la Tunisie va vers une baisse du déficit budgétaire à 5,8% de son produit intérieur brut en 2023 contre 6,9% en 2022. Ceci grâce à une rationalisation des charges salariales, aux mesures prises dans le domaine de la réforme fiscale et à l'amélioration des ressources de l'État. Dans le cas spécifique de la Tunisie et nombre de pays africains, la mobilisation des ressources domestiques est une problématique entière. L'État doit faire un effort pour essayer de déceler d'autres niches de ressources à mobiliser au niveau interne, au niveau externe également, tout en améliorant la gouvernance pour pouvoir avoir des ressources sur investissement. L'excédent de 58,8 millions de dinars enregistré par le budget de l'État contre un déficit de 687 millions de dinars au cours de la même période en 2022 représente une amélioration s'expliquant par la hausse de 6,6% des ressources budgétaires pour atteindre 20,56 milliards de dinars à fin juin 2023, principalement grâce à une augmentation des recettes fiscales de 8,3%. Bien évidemment, ceci appelle à rationaliser les ressources dans une perspective de bonne gouvernance et également à restructurer les dépenses effectuées tout en mettant un accent particulier sur l'austérité budgétaire qui doit être de mise pour pouvoir permettre à nos États de pouvoir effectuer les investissements qu'il faut pour garder l'équilibre social.
Dans le cadre des accords avec le Fonds monétaire international, le plan de financement du gouvernement prévoit environ 5,5 milliards de dollars, environ 10% du PIB de financement extérieur en 2023. Sur ce montant, la Tunisie n'avait mobilisé qu'environ 865 millions de dollars en juin. Une grande partie du reste dépendra de l'obtention par le pays d'un programme du FMI. On change complètement de sujet pour parler d'énergie et c'est le Cameroun qui nous accueille. Le pays vient d'inaugurer officiellement sa première centrale énergétique solaire d'une capacité de 30 MW. Le président Paul Biya montre ainsi sa volonté de tourner son pays vers des énergies beaucoup plus propres. Le nord du Cameroun connaît depuis des années des pannes régulières d'électricité ou encore l'absence totale d'énergie dans certaines zones. Le bassin versant de la Benue crée un déficit hydrologique sévère où la retenue d'eau a été remplie seulement à 41% de sa capacité en 2020. Face à ces difficultés, le gouvernement camerounais a lancé en 2021 le projet d'une centrale solaire modulaire d'une capacité totale de 30 MW dans les villes de Guider, dans la région du Nord, et de Maroua, la capitale régionale de l'extrême Nord. Ce projet qui voit le jour va enfin booster le développement socio-économique dans la région du Nord qui est encore moins avancée. Impact majeur, augmentation du taux de pénétration de l'électricité, augmentation du taux d'électrification, développement socio-économique, donc avec les ODD, et le développement économique qui sera indexé à la disponibilité d'énergie. Le retard pris dans la mise en œuvre de ce projet a contraint le gouvernement camerounais et Eneo en 2021 à transférer 20 MW d'énergie thermique de la centrale de Hala vers Garoua pour pallier aux coupures quotidiennes d'électricité. Selon Eneo, ce transfert de capacité a généré des coûts supplémentaires insoutenables pour le carburant, estimé à environ 2,4 milliards de francs CFA par mois. Cette phase d'autonomisation, qui constitue la prochaine étape du calendrier, consistera à tester la première unité d'énergie solaire en octobre. Il est important de souligner que la centrale solaire de Maroua et de Guider, qui injectent progressivement leurs mégawatts dans le réseau interconnecté Nord depuis fin 2022, ont déjà contribué à améliorer la fourniture d'électricité dans la partie septentrionale du Cameroun. Revenons en Afrique de l'Ouest pour parler de la situation qui prévaut au Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est déterminé à déployer son armée sur toute l'étendue du territoire malien. Il annonce, entre autres, le recrutement de plusieurs milliers de réservistes et le déploiement effectif avec capacité d'armement beaucoup plus efficace de son armée. La junte au pouvoir au Mali a annulé les festivités prévues pour marquer l'anniversaire de l'indépendance et envisage de mobiliser des réservistes face à la montée des tensions au nord du Mali. Dans un discours à la nation jeudi, le chef de la junte, Assimi Goïta, a assuré que les forces de défense et de sécurité seront de nouveau déployées sur l'ensemble du territoire national. Après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de l'aménagement et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Au moins 2 personnes sont mortes ce jeudi après des tirs d'obus sur la ville de Tombouctou au nord du Mali. Depuis plusieurs semaines, la cité des 333 saints subit un blocus orchestré par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Les militaires maliens comptent sur l'aide de la Russie pour rétablir leur souveraineté, même si de vastes étendues continuent d'échapper à leur contrôle. Je voudrais, en cette circonstance, saluer les partenaires sincères du Mali, singulièrement la Fédération de Russie, dont les efforts et l'accompagnement nous ont été fort utiles pour la préservation de notre souveraineté dans un contexte national, régional et international, marqué par des tensions multiformes sur fond d'intérêts divergents. Les groupes à dominante Touareg ont repris leurs opérations contre l'armée malienne en septembre dans le nord. Après des mois de tension avec le gouvernement, ils avaient signé avec l'État central en 2015 un accord de paix censé mettre fin aux hostilités déclenchées avec les insurrections indépendantistes et salafistes de 2012. Je vous le disais en titre, la Namibie fait face à une insécurité alimentaire. 695 000 personnes sont concernées par cette situation dramatique. Les pays voisins, mais surtout la communauté internationale se mobilisent pour atténuer la situation sur place.
En Namibie, selon les données du Conseil agronomique, 695 000 personnes, soit environ 26% de la population, seraient actuellement confrontées à une situation d'insécurité alimentaire. D'après le Conseil agronomique de la Namibie, cette situation est due au fait que la Namibie est l'un des pays les plus arides d'Afrique subsaharienne et dépend essentiellement des eaux souterraines. En effet, seulement 2% des terres namibiennes reçoivent des précipitations suffisantes pour faire pousser des cultures. In Namibia, we face unique challenges in agriculture. En Namibie, nous faisons face à des défis uniques dans l'agriculture. Nous avons un climat aride, un mauvais état de terre et des ressources d'eau limitées. Toutefois, en tant que vrais pionniers, nous avons aussi trouvé des solutions innovantes pour prospérer malgré la condition. Notre chaîne de valeur agricole a fait preuve de résilience face à l'adversité en adoptant des pratiques modernes, des techniques de conservation et des méthodes durables qui n'ont pas seulement assuré la vie, mais aussi protégé notre précieux environnement. En Namibie, l'agriculture représente 4% du PIB national et près de 70% de la population dépend de l'agriculture pour leurs revenus et leurs moyens de subsistance. Cependant, le climat et les conditions géographiques du pays ne facilitent pas le développement agricole, notamment en termes de variétés de cultures vivrières. Les principales cultures du pays comprennent par ailleurs le maïs, le mil et le sorgho. La NAB est l'une des entreprises étatiques qui est financièrement solide pour soutenir ses opérations selon les termes de son mandat. Durant les 6 dernières années, la NAB a établi un fonds dédié à la récolte de fonds pour le développement des récoltes, pour assister ces entreprises à faire face aux calamités naturelles et pour assurer le développement de la chaîne de valeur. Bien que comparée aux autres pays de la région, la Namibie ne reçoit pas assez de cours d'eau pour favoriser ces cultures. Un total de 77% de la valeur combinée de l'ensemble des produits agricoles est exporté, tandis que 23% sont importés. Notons que la Namibie produit seulement 43% de la demande nationale en produits vivriers. Une note triste avant de refermer cette édition. Direction le Kenya, le pays se souvient de cette journée effroyable. C'était en 2013, les islamistes Shebab ont attaqué le prestigieux centre commercial Westgate. Bilan 60 morts. 10 ans plus tard, le pays se souvient et salue la mémoire de ses victimes. Il y a 10 ans, le 21 septembre 2013, l'attentat mené par les insurgés somaliens Shebab dans le centre commercial de Westgate, à Nairobi au Kenya, avait coûté la vie à 67 personnes. Une cérémonie de commémoration s'est tenue ce jeudi dans la capitale. Innocent lives were lost. Des vies innocentes ont été perdues et notre sentiment de sécurité a été brisé. Mais aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour nous souvenir de ceux qui ont été enlevés trop tôt, nous nous réunissons également pour célébrer quelque chose de bien plus puissant que la violence insensée qui nous a frappés il y a 10 ans. Nous nous réunissons pour célébrer la résilience de notre nation. 4 hommes lourdement armés avaient fait irruption dans le Westgate vers midi. Comme tous les samedis, le centre était bondé. Fatima Abdul, survivante de l'attaque. J'espère que cela ne se reproduira plus. J'ai encore peur parfois. J'ai encore ce flashback. Comme aujourd'hui, je me souviens vraiment des personnes décédées. Mais je me souviens aussi que j'ai eu la chance de vivre. Et j'en suis reconnaissante. Un tribunal kényan a déclaré mercredi 2 hommes coupables d'avoir aidé les hommes armés d'Al-Shabaab. L'organisation proche d'Al-Qaïda avait revendiqué le carnage de Westgate en représailles à l'engagement du Kenya au sein de la force de l'Union africaine en Somalie. Et voici qui met un terme à cette édition. Remerciements tout particuliers aux équipes techniques chapeautées ce jour par l'immense Georges Tado. Merci également à Ulrich Kwasikan et Ulrich Lago qui étaient aux différentes caméras. Merci à vous de votre pleine fidélité. Je vous souhaite de passer une très belle suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.